Manifestés sous différentes formes de la vie, telles que la religion, la morale, l'éducation, la politique, la justice, l'armée, la médecine et la prison. Dans son ouvrage « Surveiller et punir l'essence de la prison », Michel Foucault analyse l'évolution de la discipline et de la vie carcérale depuis le châtiment corporel jusqu'à la prison moderne. Imaginons un monde où chaque mouvement est observé, chaque action est mesurée et chaque déviance est punie. Un monde où le mur invisible du pouvoir nous contraigne à une discipline constante, régissant notre pensée et notre comportement. Imaginons aussi une cellule froide et sombre, où chaque moment de notre existence est régulé par une autorité invisible et omniprésente. Et lieu où l'espoir s'étiole et où l'identité se dissout sous le poids de la surveillance constante et de la discipline implacable. Imaginons être enfermés dans une cellule exiguë, privée de la lumière naturelle, une cellule où l'espoir se dissipe dans l'obscurité, entourée de murs qui résonnent de notre isolement et de notre désespoir, où les murs épais et les barreaux rayés enferment non seulement nos corps, mais aussi nos âmes. C'est avec cette réflexion que nous nous sommes proposés un sujet intitulé « Critique des conditions disciplinaires et carcérales » dans la pensée de Michel Foucault, un philosophe historien, qui nous invite à examiner ce monde sobre avec une lucidité déconcentrante à travers ses œuvres, et notamment d'à surveiller et punir l'essence de la prison, notre livre de base. En effet, notre cogitation a été motivée par la souffrance des prisonniers. Nous nous sommes rendus compte que la manière de traiter les prisonniers dans les prisons de la République démocratique du Congo semble ignorer la dignité humaine. Le système carcéral de la RDC semble ne pas être capable de bien gérer les détenus en vue de leur éducation, leur transformation et leur intelligence de la société disciplinaire. Ces sociétés se caractérisent par la multiplication des institutions disciplinaires comme les casernes, les écoles, les hôpitaux, les couvents, les prisons, qui visent à contrôler, à normaliser et à surveiller les corps dans leur esprit et dans leurs âmes. Dans ce même chapitre, nous avons montré comment la prison est devenue le symbole même de cette société disciplinaire où la punition a intégré au sein de la société et où les normes sont imposées aux individus afin de les rendre dociles et conformes aux standards sociaux en vigueur. C'est dans ce contexte que la sanction disciplinaire a pris toute son importance car elle est perçue comme un moyen de rétablir l'ordre social et d'assurer la cohésion de la société. Elle n'est pas une simple conséquence d'une infraction, mais plutôt un instrument de pouvoir et de normalisation. Le deuxième chapitre, intitulé « La déshumanisation des individus dans la prison », prouvait que la vie dans les prisons sont très difficiles, de telle sorte que les transformer et rééduquer les détenus pour leur insertion en société, elles forment des grands délinquants, des grands criminels et provoquent ainsi la récidive. Dans ce chapitre, nous nous sommes rendus compte que le système carcéral en République démocratique du Congo est confronté à des problèmes majeurs. Cette réalité est bien visible dans la prison urbaine députée Mboka Pampura à raison de la surpopulation chronique qui y règne. Notre constat est que la cause principale de cette surpopulation est des imperfections qui ne regardent aucune prétention à l'exhaustivité. De ce fait, d'autres prises de réflexion restent possibles pour les chercheurs ultérieurs ou pour quiconque éprouve de l'intérêt à ces avancées. Ainsi dit, vos appréciations, vos suggestions, vos remarques et vos questions sont les bienvenues. Je dis et je vous remercie. Maison carcérale, ça devrait être une maison. On devrait se sentir en famille pour être rétabli, réintégré dans la société. Comme il a si bien dit, il a si bien reconnu, une œuvre humaine est toujours maquillée d'imperfections. Nous avons trouvé quelques que nous allons suggérer. Je ne vais pas y revenir dans le détail, je vais remettre à l'étudiant la page de quelques remarques. J'espère qu'il va les intégrer. Du jury.
chers lecteurs intellectuels à cette présentation de mémoire, augustes participants, bonjour. Bonjour. Une parole qui éveille un réveil. Pourquoi Nietzsche? Pourquoi le surhomme? Distingués invités, imaginez un homme debout, seul face au vide du monde moderne. Autour de lui, tout s'effondre. Le Dieu meurt, les valeurs s'éteignent, les certitudes fondent. Que faire? Se résigner? Non. Nietzsche, ce philosophe de feu, répond à cette flamme. Le surhomme nous dit l'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Et si nous ne sommes pas d'accord, c'est que nous pouvons être. Mon travail est un appel à cette traversée. Dépasser la soumission tranquille, la révolution silencieuse. Nietzsche ne vient pas simplement critiquer la religion ou la morale, il vient secouer les consciences. Il nous dit que beaucoup d'hommes vivent non par choix, mais par habitude. Prisonniers des traditions, des dogmes, de peurs. Le surhomme, lui, crée ses propres valeurs. Il refuse de vivre comme un esclave des normes. Il transforme son chaos intérieur en lumière. Il devient l'artiste de sa propre vie. Il ne suit pas le troupeau, il trace un chemin. Le surhomme est une force intérieure, pas une domination. Soyons clairs, le surhomme n'est pas un dictateur, mais libéré. Libéré des chaînes invisibles de la morale soumise. Il ose affronter la souffrance, les vides, l'angoisse, pour en faire une source de création. Il n'attend pas qu'on lui donne un sens à sa vie, il le crée. Il n'est pas au-dessus des autres, il est au plus profond de lui-même. Voilà l'idéal de Nietzsche. Un être de courage, de lucidité, de puissance intérieure. Dans l'histoire, ce surhomme a été mal compris, déformé, même trahi par le nazisme, mal lu par certains intellectuels. Nietzsche n'a jamais prôné une race supérieure. Au contraire, il était antiraciste, antinationaliste, anticonformiste. Le surhomme n'est pas un maître sur les autres, mais un maître sur lui-même. Ce qui l'a transformé en monstre de pouvoir a tué la beauté de son pensée. Ma recherche peut donc restaurer la vérité de Nietzsche. Un appel à la grandeur intérieure, et non à la tyrannie. Un surhomme pour aujourd'hui, pour l'Afrique, pour la RDC. Pourquoi ces sujets me touchent profondément? Parce qu'ils parlent à notre réalité d'aujourd'hui, à notre jeunesse congolaise, dans l'est de la RDC, où la souffrance, la résignation, la peur minent le cœur. Le surhomme peut être une figure d'espérance. Il n'est pas un rêve inaccessible. Il est un cri de révolte. Il nous dit, tu n'es pas né pour survivre, tu es né pour créer, pour refuser les destins imposés, pour briser les chaînes de la fatalité. C'est ce que nous appelons dans le travail le dépassement collectif, une résilience active, une réinvention communautaire, une leçon pour l'éducation, la politique, la technologie,
dans la perspective nietzschéenne. Les surhommes nous parlent aussi à l'ère de l'intelligence artificielle, où la machine menace parfois l'humain. Il nous dit d'abandonner jamais votre liberté intérieure. Ne vous laissez pas avaler par la technique. Nous parle aussi dans les cas, dans le riz, dans les conflits, dans la guerre. Osons éduquer autrement. Osons refuser les modèles du dernier homme qui vit petitement, sans but, sans rêve. Le tyran, c'est aussi l'élève qui ne répète plus, mais qui pense. C'est les citoyens qui ne subissent tous, d'une manière ou d'une autre, rejoignent Nietzsche. Elle viendra de nous-mêmes. Elle sera intérieure, sociale, culturelle. Et elle sera radicale. Le surhomme, ce n'est plus un concept abstrait. C'est une tragédie de survie, d'élévation et de transformation pour un peuple qui refuse de mourir debout. En conclusion, que chacun devienne un surhomme à sa manière. Ce travail est une provocation à la grandeur. Il nous dit, ne cherchez plus dehors ce que vous devez conquérir dedans. Dans un monde de crise, de peur, de certitude, Nietzsche nous offre une boussole. La volonté de puissance, le courage de créer, la force de se dépasser. Si l'Est du Congo est au-delà de toute l'Afrique, veut renaître, elle doit faire sien cet idéal. Ne plus subir, mais inventer. Ne plus se contenter, mais se dépasser. Que chacun ici, au fond de lui, attende cet appel, devienne ce que tu es. C'est avec une profonde humilité que je termine cette présentation. Ce travail n'a pas la prétention de clore et de bain, mais d'ouvrir une brèche, un passage vers d'autres voies, d'autres regards, d'autres approfondissements. Il est une modeste contribution, un appel au dialogue plus qu'un point final. Je me tiens donc entièrement disponible et reconnaissant pour toutes les remarques, critiques, questions ou compléments qui viendront enrichir cette réflexion. Aux chercheurs de demain, à ceux qui viendront après moi, je laisse cette terre encore à cultiver. Je tiens et je vous remercie. Tu as parlé tu parles du surhomme, mais quelque part on voit aussi le mot surhumain. Quel est le vrai mot de Nietzsche? Français, Nietzsche a écrit en allemand. Qu'est-ce qu'il a dit? Merci beaucoup pour cette question posée. Une question très pertinente, je dirais. Alors, le surhomme ou le surhumain n'est pas d'une tradition de l'autre. Traduction. Oui. Alors, Le parce français que- a mal traduit. Quel est le vrai mot en allemand? le mot notaire, Le mot de l'auteur. oui, oui. Henri Robert, il a traduit par le surhomme. Mais il y a encore un autre qui a traduit par surhumain. Ce que Nietzsche appelle en Wow. allemand. Humbert. Pardon. Humbert. Ubermensch. Oui. Voilà. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est une question. Alors ça signifie quoi? Parce que Humbert, ça veut dire au-delà. Voilà. Et Mensch, Mm. ça veut dire humain. Ainsi parlait Zarathustre. Zarathustre, très bien. Oui. Oui. Qui peut être Zarathustre? C'est qui? Zarathustre est un prophète que Nietzsche illustre dans son œuvre. Pour parler, maintenant, pour essayer un peu de prononcer le discours. Un prophète. Un prophète. Oui, les Oisanais, tout ça, a une quête de puissance. Alors,
Ce qui est là, c'est une guerre esthétique, ce qu'ils sont en train de mener. Ils sont en coalition avec le gouvernement et ils mènent une guerre esthétique. Donc, une guerre qui respecte presque toutes les normes. Et quand il n'y a pas de guerre, quand il y a la trêve, ils sont là, ils doivent respecter, ils ne sont plus de milices. Voilà, oui. Ils sont alliés à la Fabrice. Le Sirom est amoral. Donc, il essaie un peu de transcender la morale, la tradition, ce qui est déjà préétabli. Il est Amoral. amoral. Oui. Il ne se contente pas de la morale. Il est indépendant de la morale. Ok. C'est ça ce qu'il faut dire. Parce que le Siron doit créer sa propre morale. Oui. Allez-y encore. L'affirmation de soi. Est-ce que c'est une caractéristique du Siron? Tout à fait. Continue alors. L'affirmation de soi. La deuxième. Continue. Oui, oui. Le deuxième, c'est l'affirmation de soi. La troisième, c'est la création de nouvelles valeurs. Donc, un surhomme, c'est celui qui crée les valeurs. Et Continue, c'est déjà. Non, l'emblème à Schopenhauer. Oui. Est-ce que Schopenhauer vient avant lui ou après lui? avant lui. Merci. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Monsieur le président du jury, respectueux membres du jury, chers camarades étudiants, distingués invités, auguste assemblée, bonjour. À présent, nous voulons vous présenter le condensé du fruit de nos recherches portant sur la révolte comme une voie de sortie de l'absurdité de l'existence humaine. Une analyse analytico-critique de l'homme révolté d'Albert Camus. Notre investigation a pris corps dans cette thématique, non comme simple objet d'étude, mais comme enjeu structurant de notre positionnement au sein même du questionnement. L'homme a toujours éprouvé une soif essentielle de savoir et de comprendre le monde ainsi que sa vie. Il se révèle comme acteur et victime de son propre destin. Et dans l'histoire de la philosophie, la question de la révolte a été abordée de différentes manières, en cherchant le sens de la dignité et de la valeur humaine, où l'homme refuse le suicide et choisit de lutter pour donner un sens à la vie. Sous cette optique, si l'on refuse les relations, les raisons au suicide, il n'est pas possible d'en donner au meurtre. Les expériences de la vie quotidienne renseignent qu'au lieu de se plaindre devant une douleur, l'homme doit trouver une solution, une voie d'issue pour maintenir son épanouissement le plus longtemps possible. Et toutefois, pour en favoriser une lucide compréhension la question sur la révolte, notre travail déploie la réflexion sur 3 chapitres. Le premier s'articule autour du contexte d'émergence de la pensée de l'auteur. Dans ce chapitre, nous avons montré que la pensée de Camus sur l'absurdité de l'existence humaine est fortement liée aux divers événements sous France. Comme Camus a en effet puisé son inspiration dans la fréquentation du monde littéraire, mais aussi dans l'influence de l'existentialisme sartrien sur sa philosophie bien connue. Toutes ces idées constituent le contexte d'émergence de la pensée camusienne dans la conception de la révolte comme réponse à l'absurdité de la vie humaine. Bien plus, au sein du deuxième chapitre, il est question de poser la quintessence de la révolte et passage de l'existence humaine. Il est à retenir que Camus présente l'injustice et l'absurdité comme des réalités qui caractérisent la condition métaphysique de l'homme. C'est face à l'absurdité de l'existence que l'homme se révolte.
La révolte est une décision, c'est-à-dire un acte courageux qui assure la dignité de l'homme devant sa confrontation dans un univers irrationnel. Ainsi, en tant qu'auteur, il différencier avec ce que l'auteur Boutlet avait comme problématique. Donc, pour répondre d'abord à cette précision. Oui. En fait, la problématique des titulaires consiste à défendre le féminisme au sens où elle veut valoriser la dignité de la femme. Et elle veut aussi lutter au compte des marginalisés. Les marginalisés auxquels je fais référence, ce sont les minorités sexuelles, dont la communauté queer, LGTB, lesbiennes, gays, transgenres et bisexuels. Quant à moi, je suis parti de lui maintenant pour comprendre la considération de la femme en Afrique. Comme avec sa théorie, comme je l'ai dit, il y a une sorte de brouillage du genre. Bon, il y a un grand mélange. Maintenant, la société mondiale reconnaît, et de par la loi naturelle ou la loi divine, qui reconnaît au moins la création des deux, le masculin et le féminin. Mais à partir de Hitler, j'ai voulu montrer la considération en Afrique. Parce qu'il y a des valeurs qui ne sont pas... Bon, des valeurs à ne pas confondre. Elle s'exprime dans la société, bon, elle est américaine, je dirais, dans la société occidentale. Et moi, j'ai voulu comprendre la femme à partir d'elle dans la société africaine. Elle était marginalisée. Moi aussi, elle voyait que sa société a connu une naissance des mouvements qui se réclament identitaires, qui sont les identités là marginalisées, sexuelles, marginalisées, LGBT. Et puis, elle voulait lutter pour la reconnaissance de ces identités-là et de la reconnaissance de la femme. Alors, par rapport à cela, moi, en Afrique, je me suis dit, quand même, il y a des valeurs en Afrique qu'il ne faut pas ignorer au sujet de la femme. Il y a par exemple la maternité. La maternité, c'est parmi les valeurs. Il y a aussi la conception du mariage, qui sont autrement en Afrique. En Afrique, vraiment, le mariage, la conception du mariage. Il y a aussi la dot, qui sont des valeurs. Mais je me représentais une sorte d'indignation dans l'application, soit dans la considération de la femme dans ces institutions-là. Parce que je vois par exemple en Afrique, aujourd'hui, pour la question de la dot, c'est vrai, la dot, c'est une condition à laquelle on ne peut pas se passer pour doter une femme. Et puis, cela dépend d'une société à une autre, d'une culture à l'autre. Par exemple, chez les îles, la dot est fixée à 12 chèvres. Ailleurs, c'est 10 vaches. On met aussi des chèvres, peut-être ailleurs. Dans certaines cultures au Congo, il y a beaucoup de choses qui interviennent. On va voir même les études de la femme interviennent dans la fixation de la dot, qui est passée de nature à espèce. Donc, normalement, la culture africaine reconnaîtrait la dot en espèce. Mais actuellement, avec cette sorte-là de, je dirais, mimétisme, on est passé en espèces. Actuellement, l'argent, donc la dot, c'est devenu un moyen de se faire de l'argent dans certaines familles. On néglige les études, on néglige même le travail de la femme, même la place sociale des parents, si les parents sont commerçants ou si les parents sont députés. Tout ça entre dans la fixation de la dot. Conclure par quelle affirmation? Parce que moi j'ai un problème pour me dire, est-ce que vous acceptez qu'il faut aller par cette construction sociale et puis abandonner l'identité biologique? En fait, à partir de Hitler, j'ai compris que question de comprendre que la société mondiale, il faut peut-être aller avec des particularités. Il faut aller avec des valeurs. Dans la société européenne et américaine, il y a des valeurs qui sont propres à eux
Dans la société africaine aussi, il y a des valeurs qu'il faut prendre en compte. Et puis, au sujet du féminisme, normalement, je dirais qu'on penserait un féminisme qui respecterait les valeurs propres à l'Afrique. Par exemple, il y a la question de la maternité. Pour nous, vraiment africains, c'est quelqu'un qui se mariait. Et un couple, par exemple, qui peut mourir sans donner d'enfant. Ça donne une confusion à la famille. Ou un couple qui peut faire 3 ans sans donner d'enfant. À moins que ce soit un choix des 2 partenaires. Mais je me suis dit aussi que, normalement, dans la société actuelle, il faut considérer chacun de par ses responsabilités. Oui. Et il n'y aurait pas de responsabilités qui seraient particulières à une catégorie. Je crois les femmes peuvent travailler comme les hommes. Et donner goût, les femmes peuvent le faire. Et puis c'est une bonne chose comme cela a commencé à être manifeste, même dans notre pays ou dans certains pays africains, où les femmes ont commencé à tenir certaines instances décisionnelles. Vous voyez par exemple chez nous, la première ministre, c'est une dame. C'est une bonne chose. Et pour cela, on dit que c'est le père de la masculinité positive. Il y a par exemple en Tanzanie, il y a une femme qui est présidente. Au Libéria, au Malawi, il y a eu des femmes qui ont joué des grands rôles dans la politique. Donc je dirais que chacun a quelque chose qu'il peut apporter à la société. Beaucoup fait allusion à eux parce que je suis parti d'une spéculation à une sorte de proposition pratique ou pragmatiste. C'est ce qui a fait que je ne puisse pas m'atteler trop aux auteurs. Je voulais passer de leur pensée à leur proposition. Oui. Mais je voudrais voir si tu les connais. Si je les connais. Ça, c'est une question de curiosité. Ah ouais, c'est un couple tout d'abord. Ce sont 2 penseurs qui sont en union conjugale. Ils sont philosophes contemporains de l'environnement. Ils s'intéressent à des questions de justice environnementale. Et cette justice environnementale est intervenue dans leur ouvrage de 2015 de penser et agir avec la nature. Une enquête philosophique. C'est là où ils essaient de prôner la justice environnementale. Okay. Parce que leur constat est que sont les vulnérables qui souffrent plus des atrocités du réchauffement climatique, autant ils sont moins pollueurs que les pays industrialisés. Ok, merci. Quelle est ta problématique? Ok, merci. Personnel. Oui. Ou bien celle que j'ai mis dans... Oui, quel est le problème? Le problème, je l'ai résumé dans 3 questions. Comment opérer une véritable transition de la dénonciation vers l'action en s'appuyant sur une pensée philosophique renouvelée du rapport à la nature? Ça, c'est la question centrale que j'ai essayé de... Ah, ça, c'est la question centrale. Les 2 autres, ce sont des... Ah, ce sont des sous-questions. Alors là, il faudrait ajuster ça. Okay. C'est la question centrale, il faudrait le dire clairement que voilà, notre réponse c'est celui-ci, alors tu ajoutes juste quelque chose pour dire les autres sont des sous-questions pour t'aider à clarifier ton problème central. C'est parce que j'ai vu les 3 questions. Ok, merci beaucoup. Mon auteur d'abord est contre cette éthique anthropocentrée, ce qui met l'homme au centre de la nature, ou bien au centre de l'univers. Parce que l'homme, en se mettant au centre, il semble ne pas prendre conscience qu'il fait partie de la nature. Il s'exclut lui-même. Alors c'est dans ce sens-là que mon auteur semble dire à l'homme que c'est le bon moment de prendre conscience. Et c'est là que j'essaie de le mettre dans mon 3e chapitre, là où j'essaie de montrer que le problème n'est plus un problème externe à l'homme, mais c'est un problème interne. Parce qu'il sait, mais il ne sait pas passer à l'action. Et c'est dans le sens que mon auteur, en disant que nous, en préservant l'humanité, on peut parvenir à préserver la nature. Penses-tu que c'est nécessaire vraiment qu'on se préoccupe des générations futures? Oui, pour moi, donc l'humanité future. L'humanité future, oui, c'est nécessaire. Parce qu'en s'occupant de cette humanité future, nous serons obligés de nous occuper aussi des autres êtres non humains. Oui, c'est ça. Parce que nous vivons dans... Est-ce que c'est vraiment une nécessité? C'est une nécessité parce que si nous ne voulons pas nous occuper de nos frères futurs, c'est que nous courons le risque aussi de ne pas nous occuper de nos autres frères qui ne sont pas humains comme nous. Donc, parce que j'ai senti
chez tes auteurs-là, l'idée ne sort pas clairement. Effectivement, tel que tu viens de répondre là-bas, cette idée sort dans la perspective, tu vois un peu Pierre Destré, qui par exemple nous donne l'exemple du bébé. Elle dit, c'est le bébé, c'est celui qui doit nous rappeler, à nous qui sommes adultes aujourd'hui, notre propre passé, c'est-à-dire notre dette à l'égard de nos propres parents. Donc, quand tu vois un bébé, quand tu t'occupes d'un bébé, tu dois te rappeler la situation du bébé, la précarité, la vulnérabilité du bébé, doit te rappeler ce que tu as été à l'égard ou ce que tu as été devant ou entre les mains de tes parents. Et par conséquent, tu dois faire la même chose pour les générations futures. Alors là, ça devient plus solide et ça oppose un peu. Mais je voudrais que tu me donnes un peu la différence entre justice et équité. Merci beaucoup, mais je n'ai pas mis l'accent sur la justice et l'équité dans mon travail. Parce que c'est le deux environnement. Tu expliques un peu. Ok, merci beaucoup. Quand j'essaie de partir de l'environnement intérieur pour l'environnement extérieur, je fais allusion, c'est ressorti bien clairement dans mon épigraphe de Michel Maxime Heger dans son livre La Terre comme soi-même, de peur pour l'inéco-spiritualité. J'essaie de montrer que quand Catherine Larère et Raphaël Larère essaient de réfléchir sur la question de l'inaction qui se vit dans notre monde actuellement, pourtant le monde est en train d'être menacé par le réchauffement climatique et bien d'autres causes environnementales. Il pensait que le problème est intérieur. C'est pourquoi il a dit que si on réparait ou bien on parvenait à prendre conscience intérieurement, chacun individuellement dans son âme ou dans son intérieur, on peut parvenir à poser une bonne action dans son environnement extérieur. Ah, ok. Dans les systèmes éducatifs congolais. Dans ça, le philosophe français Olivier Riboul pense que les valeurs sont celles qui font la peine d'être enseignées pour faire des hommes adultes. Cette conception régulière de l'éducation est d'actualité, puisque les problèmes qu'il dénonce dans la société française sont aussi les nôtres dans notre société congolaise. Pour illustrer cela, nous pouvons citer quelques-unes des valeurs qui nous caractérisent, telles que la malhonnêteté, le manque de transparence et la gestion de la chose publique, l'injustice et le manque d'équité dans la répartition des salaires et autres avantages. J'ai juste pris des leçons morales de ces proverbes sans trop me focaliser sur la traduction. Ok. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, chers parents, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers condisciples, bonjour. Nous sommes ici présents pour vous exhiber les fruits de nos recherches portant sur le thème qui est actuel, on dirait, l'éducation aux médias à Butembo, un enjeu crucial pour une utilisation responsable des médias à l'ère de l'Internet. Nous sommes penchés sur la barbe de Lino Pongi, Joseph, un Congolais. À l'aube de ce 21e siècle, l'humanité s'est réveillée de plan-pied pendant une ère nouvelle, l'ère dite de la révolution technoscientifique, l'ère pendant laquelle les sociétés connaissent d'énormes mutations. Cette période est marquée par la circulation vertigineuse de l'information et les technologies de communication qui façonnent les rapports sociaux, économiques et politiques. Cependant, cette ubiquité ou l'omniprésence des médias, notamment à travers Internet et les réseaux sociaux, soulève les défis majeurs en matière de discernement, de critique et de responsabilité. Dans des contextes comme celui de Butembo, où l'accès à l'information et la diversité des médias numériques sont en constante évolution. La question centrale qui se pose ici est la suivante. Dans quelle mesure l'éducation aux médias, dans un contexte local spécifique comme celui de Butembo, peut-elle préparer les individus à une consommation critique et responsable des médias numériques face au risque de désinformation, de manipulation et de fragmentation de l'espace public? Les médias sont devenus aujourd'hui des moyens dont se servent les groupes dominants pour imposer leur idéologie. Nous devrions être plus attentifs, avoir une vigilance et discernement critique par rapport aux médias. C'est pourquoi Redding dit, à l'époque du numérique, l'éducation aux médias joue un rôle essentiel pour assurer
l'émergence d'une société pleine et active. Aujourd'hui, savoir lire et écrire, c'est-à-dire l'alphabétisation traditionnelle, ne suffit plus. Chacun, jeune ou moins jeune, doit se familiariser avec le nouvel environnement numérique qui nous entoure. L'éducation aux médias se repose avant tout sur une approche philosophique qui encourage la réflexion critique sur la nature des médias, leur influence sur les sociétés et leurs implications éthiques. L'enjeu est donc double. D'une part, il s'agit de rendre les individus capables de comprendre et de naviguer dans un environnement médiatique complexe. D'autre part, il faut les amener à adopter une posture critique permettant de distinguer les informations fiables des rumeurs et des manipulations. L'accès accru à Internet et aux réseaux sociaux présente d'une part des opportunités d'accès à l'information, mais aussi des hauts risques de propagation de fausses nouvelles, de manipulation et de division des opinions publiques. Dans cette optique, l'éducation aux médias devient un outil crucial pour permettre aux citoyens de cette région de se protéger contre ces dangers et d'apprendre à naviguer de manière critique dans un univers médiatique mouvant. Les théories de Habermas et de Neil Postman peuvent réellement contribuer à la formation de citoyens capables de participer activement à la démocratie, d'évaluer de manière critique les messages médiatiques et de défendre l'espace public contre les dérives des nouveaux médias. L'éducation aux médias dans les contextes spécifiques de Butembo peut être envisagée comme un moyen d'émancipation intellectuelle et politique permettant aux individus de développer une pensée critique face à l'omniprésence, ou ce que j'ai appelé d'une autre manière l'ubiquité, l'omniprésence des médias numériques. Sous cet angle, les médias seraient des outils utiles pour illustrer des leçons permettant aux élèves d'approfondir leur formation en vue de combattre les fake news. Les bibolets devraient développer les pensées critiques face aux médias, et cela pour que tous les citoyens soient capables de réaliser un jugement indépendant sur le contenu des médias. En formant les citoyens à l'analyse des discours médiatiques et à l'évolution éthique de l'information, cette éducation pourrait être un instrument clé à la préservation de la démocratie et de l'espace public. Pour répondre à la problématique posée, une approche méthodologique combinée intégrant à la fois les éléments théoriques et empiriques a permis de saisir les enjeux de l'éducation aux médias dans le contexte de Butembo. En référence à l'œuvre de Lino Joseph Pungi, l'objectif est de relier le principe théorique de l'éducation aux médias à l'analyse des pratiques locales de Butembo, tout en prenant en compte les spécificités de la réalité médiatique numérique. En plus, l'analyse critique des concepts a porté sur quelques termes utilisés dans le monde médiatique. Nous avons montré comment ces concepts peuvent être appliqués à la situation de Butembo, et cela dans les premiers chapitres. Et notre objectif a consisté à dégager les enjeux philosophiques fondamentaux associés à l'éducation aux médias dans cette région. L'éducation aux médias englobe tous les médias en général et vise à sensibiliser davantage les jeunes bibolais aux diverses formes que peuvent prendre les messages médiatiques dans leur vie de chaque jour. À la question de savoir s'il est nécessaire de penser une éducation média à Butembo, nous avons compris dans ce travail que c'est d'ailleurs urgent parce que nous vivons dans un monde où les médias sont omniprésents. Dans ce qui précède, nous devrions être plus attentifs à avoir une vigilance, un discernement critique par rapport aux médias. C'est pourquoi l'auteur de base dit « L'école a le devoir de donner aux élèves les moyens d'adopter une posture critique vis-à-vis des nouveaux médias, de l'information, de la publicité et des contenus qu'ils diffusent. » Sur ce, nous avons voulu que les jeunes bibolais s'approprient d'une manière critique les médias, qu'ils apprécient toutes les richesses et qu'ils fassent un usage responsable tout en percevant avec justesse les limites et les travers des médias. De cela, parents,
enseignants, politiciens, sociologues, philosophes, psychologues, pédagogues, artistes, citoyens, etc. doivent s'exprimer sur les sujets qui n'est jamais clos, l'éducation aux médias. Ce présent travail nous a aidé à comprendre que l'éducation aux médias et à l'information revêt donc une dimension fondamentale et centrale pour la construction d'une culture et d'une conscience civique donnant aux élèves la capacité de discerner les usages responsables du numérique, faire usage d'un esprit critique à bon escient, comprendre et interpréter le flux informationnel qui strie la société, etc. L'éducation aux médias a pour finalité de rendre chaque citoyen normalement actif, autonome et critique envers tout document ou dispositif médiatique dont il est destinataire ou usager. Face aux effets médiatiques, les propositions d'action jugées utiles relèvent finalement du bon sens. Par exemple, apprendre à hiérarchiser les informations et en laisser passer certaines. Nous avons souhaité que le Bibolais évite un moment de s'affirmer dans le numérique à vue de favoriser la communication face à face dès qu'elle est possible. S'imposer les heures de déconnexion ou encore limiter la durée du temps passé à faire des recherches sur Internet. En définitive, l'éducation aux médias ne concerne pas seulement les enfants, mais aussi les adultes. Et elle ne doit pas être réduite à un simple exercice pédagogique. Elle ne doit pas non plus être un appendice des curricula scolaires. La philosophie de l'éducation aux médias devrait permettre la mise en projet et l'acquisition des compétences souhaitables comme les savoir-faire et les savoir-être. L'école intégrera quelques orientations comme les tableaux journal ou VALF, le journal d'école, les conférences débats dans les espaces publics des ABMAS autour des enjeux des médias et surtout des nouveaux médias. Relèvement, comment procéder pour que l'éducation aux médias et à l'information soit réellement effective dans les écoles de la ville de Butembo? N'espérons pas avoir tout épuisé. Vos remarques, vos suggestions, vos ajouts sont les bienvenus. Humblement, nous avons dit et nous vous remercions. Il y a à Butembo un enjeu crucial pour une utilisation responsable des médias à l'ère d'Internet, selon Lino Joseph Pungi. Je dois dire que le sujet est vraiment d'actualité et nous remercions l'étudiant pour ses choix. Surtout que nous sommes actuellement dans une zone qui est à plusieurs catastrophes humanitaires. Aujourd'hui, c'est réputé la zone mondiale des catastrophes humanitaires. Et je pense que même les activités d'éducation aux médias dans cette zone peuvent servir d'une zone pilote pour cette activité.